Au plus profond de l'hiver ukrainien des années 1990, alors que le pays se débattait dans les affres d'une transition post-soviétique douloureuse, une peur primitive s'est mise à ramper à travers les campagnes enneigées, loin de l'agitation des villes, dans des maisons isolées qui auraient dû être des refuges contre le froid et le chaos. Un mal silencieux opérait dans l'obscurité, le craquement d'une branche sous une botte, l'aboiement d'un chien qui s'interrompt brusquement, puis le silence. Un silence de mort, absolu et définitif. Pour des dizaines de familles, la nuit n'apportait plus le repos, mais la promesse d'une visite spectrale. Une entité qui ne frappait pas pour voler ou pour se venger, mais pour effacer. La chaleur du foyer se transformait en un piège mortel, et les murs qui protégeaient devenaient les témoins muets d'une horreur sans nom. La méthode était d'une constance terrifiante, presque rituelle. L'intrus pénétrait dans la maison, souvent sans effraction, comme un fantôme passant à travers les murs. À l'intérieur, il devenait un exterminateur. Père, mère, enfants, parfois même des nourrissons, étaient abattus avec une froideur méthodique, généralement avec un fusil de chasse à canon scié. L'agresseur ne laissait aucun témoin, aucune chance de survie. Les objets de valeur restaient souvent intacts, tandis que des babioles sans importance pouvaient être emportées, comme des trophées macabres. Puis, pour parachever son œuvre de néant, il allumait un feu. Les flammes consumaient les corps, les souvenirs, les preuves, ne laissant derrière elles qu'une carcasse noircie et un vide béant dans la communauté, une cicatrice fumante sur le paysage glacial de l'Ukraine. La nouvelle de ces massacres s'est répandue comme un poison, porté par les vents d'hiver. La panique a saisi la nation. Les forces de l'ordre, démunies et désorganisées, semblaient chasser une ombre, sans motif clair, sans profil de victime précis autre que leur isolement. La peur devenait universelle. Chaque famille vivant à l'écart pouvait être la prochaine. Les médias, en quête de mots pour décrire l'indescriptible, l'ont baptisé la bête d'Ukraine, le Terminator. C'était le début d'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire du pays, une course désespérée pour mettre un visage sur le monstre qui transformait le rêve d'un foyer paisible en un cauchemar de sang et de cendres. Comment une seule personne pouvait-elle être responsable d'une telle vague de terreur? Pour comprendre l'abîme, il faut d'abord regarder le visage de l'homme qui se tient à son bord. Anatoly Onoprienko n'avait rien de l'apparence d'un monstre. C'était un homme au regard calme, capable de s'exprimer avec une intelligence et une éloquence surprenantes. Un homme qui aurait pu être votre voisin, un collègue de travail discret. Cette façade de normalité était son arme la plus redoutable, un masque cachant une fracture psychologique née dans la plus tendre enfance. À 4 ans, il perd sa mère, une tragédie. Mais la véritable blessure, celle qui ne se refermera jamais, est infligée par son propre père. Incapable de s'occuper de ses 2 fils, il prend une décision qui scellera le destin d'Anatoly. Il garde le frère aîné auprès de lui et abandonne le plus jeune à l'orphelinat. Cet acte n'est pas une simple perte, c'est un rejet, une déclaration qu'il n'était pas digne d'être gardé. À l'intérieur de cet homme, en apparence ordinaire, un univers tordu et grandiose prenait forme. Il était persuadé d'être un messager, un élu, investi d'une mission divine et terrible. Il affirmait entendre des voix, celles d'entités supérieures qui lui dictèrent ses actions. Ces voix, selon lui, exigeaient une purification de la terre, une éradication des êtres humains qu'il jugeait corrompus, indignes de vivre. Chaque meurtre était donc, dans son esprit dément, un acte sacré, une étape nécessaire pour accomplir son destin. Cette construction messianique le déconnectait totalement de la souffrance de ses victimes. Il n'était pas un assassin, mais un instrument de la volonté divine, un ange exterminateur dont la conscience était anesthésiée par le poids de sa prétendue mission. Le ressentiment né de l'abandon s'était métamorphosé en un mépris total pour l'humanité. De l'autre côté de cette folie se trouvaient les victimes, dont le seul tort fut de croiser le chemin du prédateur. Il n'y avait pas de profil type, pas de lien entre elles, ce qui rendait la terreur encore plus insidieuse. C'étaient des familles ordinaires, incarnant une normalité paisible. La famille Dubchak, par exemple, un couple avec leurs 2 jeunes enfants, vivant simplement dans une petite maison en bordure de route. Ou la famille Derkash, décimée dans la première vague de violence. On peut imaginer leur vie, faite de petits riens, le bruit des couverts sur les assiettes, les histoires lues avant de dormir, les projets pour le printemps. Elles représentaient tout ce qu'Onoprienko n'avait jamais eu et haïssait profondément. La chaleur d'un foyer, l'amour inconditionnel, le sentiment d'appartenance. Leur bonheur innocent était une insulte à sa propre misère. Le véritable critère de sélection n'était pas identitaire,
mais géographique. Onoprienko était un chasseur et il choisissait ses proies pour leur vulnérabilité. Ses victimes vivaient dans des maisons isolées, loin des voisins, au bout de chemins de terre que la police mettrait de longues minutes à atteindre, si tant est qu'on puisse l'appeler. Cet isolement, qui aurait dû être un gage de tranquillité, devenait leur condamnation. Le silence de la campagne ukrainienne, habituellement si paisible, devenait le complice du tueur. Un cri dans la nuit n'était qu'un bruit parmi d'autres. Un coup de feu pouvait être celui d'un chasseur. Il observait ces maisons pendant des jours, apprenant les habitudes de ses futures victimes, attendant le moment parfait pour frapper, certain que personne ne viendrait les aider, que leur monde pouvait être anéanti sans que personne ne s'en aperçoive avant le lever du soleil. Chaque attaque était plus qu'un meurtre, c'était une performance symbolique, une vengeance déformée contre son propre passé. En exterminant une famille entière, Onoprienko ne tuait pas seulement des individus, il détruisait l'institution même qui l'avait rejeté. Chaque père abattu était son propre père, puni pour son abandon. Chaque mère assassinée était un écho de celle qu'il avait perdue. Chaque enfant tué était une part de sa propre enfance volée. Une enfance heureuse qu'il s'assurait que personne d'autre ne puisse avoir à sa place. En incendiant leur maison, il ne faisait pas que détruire les preuves. Il anéantissait le sanctuaire familial, le symbole ultime de la chaleur et de la sécurité qui lui avait été si cruellement refusé. C'était sa façon de dire au monde « Si je ne peux pas avoir de famille, alors personne n'en aura ». La genèse de l'horreur remonte à 1989, une année où les fondations de l'Union soviétique se fissuraient. C'est dans ce climat de changement qu'Anatoly Onoprienko a commis ses premières atrocités, agissant alors avec un complice, un vétéran de l'Afghanistan nommé Serhiy Rogozin. Leur équipée sanglante a coûté la vie à 9 personnes, dont la famille d'Erkash, entièrement anéantie. Cette première vague de meurtres était déjà marquée par une brutalité extrême, mais elle semblait être un prélude, une sorte de répétition générale macabre. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la violence a cessé. Le duo s'est séparé et Onoprienko a disparu dans la nature. Les enquêteurs se sont retrouvés face à une énigme, un dossier froid qui laissait présager un mal endormi, mais dont personne ne pouvait deviner la fureur du réveil. S'ensuit une pause de près de 6 ans, un silence assourdissant qui reste l'un des plus grands mystères de l'affaire. Qu'a fait Onoprienko pendant tout ce temps? Où était-il? Il prétendra plus tard avoir voyagé à travers l'Europe, menant une vie de nomade, passant d'un pays à l'autre. Pendant ces années, l'instinct de tueur était-il en sommeil? Ou bien se nourrissait-il en silence, grandissant et se perfectionnant dans l'ombre? Cette période d'accalmie a permis à la peur de s'estomper en Ukraine, les meurtres de 1989 étant classés parmi les nombreux crimes violents non résolus de l'époque. Mais ce n'était qu'un entracte. Dans l'esprit d'Onoprienko, la haine et le ressentiment continuaient de fermenter, se transformant en une mission meurtrière bien plus vaste et plus personnelle. Le monstre n'hibernait pas, il attendait son heure. L'automne 1995 marque le retour de la bête, cette fois-ci seule, plus prolifique et plus déchaînée que jamais. Entre octobre 1995 et mars 1996, Onoprienko se lance dans une chasse sanglante en solitaire qui va terroriser le pays. Il traverse l'Ukraine, laissant derrière lui une traînée de cadavres. Sa méthode est affinée, impitoyable. Il choisit une maison isolée, la surveille, puis frappe à la nuit tombée. La famille Dubčak, les Pila, les Bodnarchuk, les noms changent, mais le scénario reste le même. Exécution de tous les occupants, vol d'objets insignifiants et souvent un incendie pour effacer ses traces. En 6 mois à peine, il ajoute 43 victimes à son tableau de chasse, agissant avec une rapidité et une audace qui donnent l'impression que le tueur est partout à la fois, une force surnaturelle impossible à arrêter. Face à cette éruption de violence sans précédent, les autorités ukrainiennes, dépassées, lancent l'opération Perekvat, interception, l'une des plus vastes mobilisations policières de l'histoire du pays. Des milliers de policiers sont déployés, des barrages routiers sont érigés, des patrouilles sillonnent les campagnes. Dans les quartiers généraux, des cartes murales se couvrent d'épingles rouges, chacune représentant une nouvelle scène de crime. Mais le tueur est insaisissable. Il n'a pas de lien avec ses victimes. Il frappe dans des régions différentes et ne laisse que peu ou pas d'indices exploitables. La pression politique et médiatique est immense. La population exige des résultats. Mais les enquêteurs poursuivent un fantôme. Chaque nouveau massacre est un échec de plus, un rappel cuisant de leur impuissance face à la bête. C'est dans ce climat de panique et de désespoir qu'une terrible erreur judiciaire est commise.
Sous pression pour trouver un coupable, la police arrête un jeune homme de 26 ans, Yuri Mozola. Il devient le suspect idéal. Emmené en garde à vue, il est soumis à des jours d'interrogatoire brutaux. Les enquêteurs, convaincus de sa culpabilité, le torturent pour lui arracher des aveux. Mais Mozola, malgré la souffrance insoutenable, ne cesse de clamer son innocence, pour la simple et bonne raison qu'il est innocent. Il finit par mourir des suites des sévices subis, sans jamais avoir avoué des crimes qu'il n'a pas commis. Cette tragédie dans la tragédie illustre la défaillance d'un système prêt à créer une nouvelle victime, dans sa chasse frénétique aux monstres. Pendant que la police s'acharnait sur un innocent, le véritable tueur continuait son périple macabre en toute impunité. La mort de Mozola n'a rien changé. Les massacres se poursuivaient au même rythme implacable, prouvant de la manière la plus sanglante qui soit que les autorités s'étaient trompées de cible. Onoprienko a même admis plus tard avoir été au courant de l'arrestation de Mozola, y voyant une confirmation de l'incompétence de ses poursuivants et une sorte de protection divine pour sa mission. Chaque nouvelle famille assassinée était une gifle au visage des enquêteurs, un défi lancé à une nation entière. La bête semblait invincible, protégée par le chaos qu'elle semait et par les erreurs de ceux qui la traquaient. Ironiquement, la fin de ce règne de terreur ne viendra pas d'une enquête complexe ou d'une déduction brillante, mais d'un événement d'une banalité déconcertante. En avril 1996, à court de ressources, Onoprienko trouve refuge chez son cousin. La cohabitation dure quelques jours, jusqu'à ce que le parent, méfiant, ne découvre l'impensable. Dans les affaires d'Anatolie, un sac contenant un arsenal d'armes, dont le fusil de chasse à canon scié, ainsi qu'une collection d'objets volés aux victimes. La prise de conscience est foudroyante. Le monstre que toute l'Ukraine recherche est là, dans sa maison. Surmontant sa peur, le cousin prend la décision courageuse de contacter les autorités. En l'espace de quelques heures, le fugitif le plus recherché du pays est localisé. L'arrestation se déroule sans le moindre incident. Onoprienko est appréhendé calmement, presque avec soulagement. Placé en salle d'interrogatoire, il ne se cache pas derrière le silence ou le déni. Au contraire, il livre des aveux complets et détaillés avec une froideur qui glace le sang des policiers les plus endurcis. Il confesse non seulement les 43 meurtres de sa dernière série, mais aussi les 9 de 1989, portant son total à 52 victimes. Il décrit chaque scène de crime avec une précision photographique, se souvenant des supplications de ses victimes, de leurs derniers regards, le tout sans exprimer le moindre remords. Il explique simplement qu'il obéissait à des ordres supérieurs. Le fantôme avait enfin un visage, et sa voix, calme et posée, racontait une histoire bien plus monstrueuse que tout ce que l'on avait pu imaginer. La tension la plus insoutenable se niche dans le silence qui précède le chaos. Pour la recréer, il faut se glisser à l'intérieur d'une de ces fermes isolées, par une nuit d'hiver glaciale. La famille est réunie, la soupe fume sur la table, le feu crépite dans la cheminée. Dehors, le vent hurle. Un son familier et presque rassurant. Mais soudain, un bruit discordant brise la monotonie. Le chien, gardien fidèle, aboie furieusement dans la cour. Puis son cri s'étrangle dans un gémissement plaintif, suivi d'un silence de mort. Tous les regards se tournent vers la fenêtre. Le père se lève, le cœur battant. Est-ce un loup? Un simple vagabond? Une ombre fugace danse à la lisière de la lumière du porche. Puis, un son clair et poli résonne dans la maison. On frappe à la porte. 1, 2, 3 coups. C'est un son civilisé, presque incongru dans ce décor de peur grandissante, et c'est précisément ce qui le rend si terrifiant. Le suspense est également alimenté en adoptant le point de vue du prédateur lui-même, en observant le monde à travers ses yeux froids et calculateurs. Imaginez Onoprienko, caché dans l'obscurité d'un bois, regardant pendant des jours la maison qu'il a choisie. Il ne voit pas une famille, il voit une routine, des failles, des horaires. Il observe la lumière de la cuisine s'allumer à l'aube, le père partant travailler, les enfants jouant dans le jardin. Cette observation méthodique n'est pas celle d'un impulsif, mais d'un chasseur patient qui savoure l'anticipation. Le spectateur devient le complice involontaire de ce voyeurisme macabre, sachant que chaque rire d'enfant, chaque geste tendre entre les parents est un moment volé, un prélude à la tragédie. La tension naît de cette connaissance, de ce compte à rebours invisible dont seule la bête et l'audience ont conscience. Pour les enquêteurs, la tension est palpable, mais elle est faite de frustration et d'impuissance. Dans la salle d'opération de l'opération Perekvat, l'atmosphère est lourde de fumée de cigarettes et de fatigue.
Une immense carte de l'Ukraine est accrochée au mur, constellée d'épingles rouges qui se multiplient de jour en jour. Chaque épingle est un échec, une famille qui n'a pas pu être protégée. Les enquêteurs voient la traînée de sang s'étendre, erratique, imprévisible, défiant toute logique criminelle. Ils écoutent des témoignages de voisins qui n'ont rien vu, analysent des scènes de crimes purgées par le feu. Le suspense, pour eux, réside dans l'attente du prochain appel téléphonique, de la prochaine localisation à marquer sur la carte. Le monstre est un fantôme, et chaque jour qui passe sans une piste sérieuse est un jour qui le rapproche de sa prochaine victime. Le doute et les questions non résolues sont des outils puissants pour maintenir le spectateur en haleine. Le plus grand mystère reste cette interruption de 6 ans dans sa carrière criminelle. Pourquoi un tueur si prolifique s'est-il arrêté net après ses premiers meurtres en 1989? A-t-il eu peur? A-t-il tenté de mener une vie normale? Et qu'est-ce qui a pu déclencher son retour en 1995 avec une fureur décuplée, une soif de sang qui semblait inextinguible? Ces zones d'ombre dans sa trajectoire créent une tension psychologique durable. De même, la nature de ses voies reste une question ouverte. Était-elle le symptôme d'une véritable maladie mentale, une schizophrénie paranoïde ou une justification perverse et consciente, construite pour donner un sens grandiose à sa cruauté? Ne pas avoir de réponse définitive rend le personnage encore plus insondable et effrayant. Enfin, la tension est exacerbée par les changements de perspective et l'ironie dramatique. On peut imaginer une patrouille de police passant lentement devant une maison isolée, les phares balayant la façade, avant de poursuivre sa route, quelques minutes seulement, avant qu'Onoprienko ne sorte de l'ombre pour frapper. Ce moment de presque sauvé est poignant. L'exemple le plus tragique reste celui de Yuri Mozola. Tandis que les médias annoncent l'arrestation d'un suspect et qu'un semblant de soulagement parcourt le pays, le véritable assassin est libre, peut-être en train de lire l'article dans un café avant de se mettre en route pour sa prochaine cible. Le public sait que la police fait fausse route, que la célébration est prématurée et que d'autres innocents vont mourir. Cette connaissance, que les personnages n'ont pas, crée un sentiment de fatalité et d'angoisse insupportable. La question la plus troublante que pose le cas Onoprienko est celle de la banalité du mal. Comment un homme capable de discuter calmement, de raisonner, de se fondre dans la masse, pouvait-il abriter une inhumanité aussi totale? Ce contraste est au cœur de l'effroi qu'il inspire. Il n'était pas le monstre visible, déformé par la haine, que l'on s'attend à voir. Il était le voisin silencieux, l'inconnu au visage passe-partout. Cette normalité de façade remet en question nos certitudes et nous force à admettre que les abysses les plus sombres peuvent se cacher derrière les apparences les plus ordinaires. La monstruosité d'Onoprienko ne résidait pas dans une fureur explosive, mais dans sa capacité à compartimenter, à être un homme le jour et un exterminateur la nuit, accomplissant ses actes avec le détachement d'un fonctionnaire. C'est cette dissociation effrayante qui le rend si difficile à cerner et si universellement terrifiant. Pour tenter de comprendre l'origine de cette dissociation, il faut revenir à la blessure originelle, la clé de voûte de sa psyché brisée, l'abandon. La mort de sa mère fut une tragédie, mais le choix de son père de le placer en orphelinat, tout en gardant son frère aîné, fut un acte de rejet d'une violence inouïe. Ce n'était pas le destin, c'était une décision. Cet événement a instillé en lui la conviction profonde qu'il était indigne d'amour, un déchet de l'unité familiale. Toute sa vie, et par conséquent toute sa carrière de tueur, peut être interprétée comme une réponse tordue à cet abandon. Chaque famille qu'il a détruite était un miroir de celle qu'il n'a jamais eue. Et chaque meurtre était une tentative désespérée et sadique d'infliger au monde la douleur de sa propre solitude et de sa propre perte. Le terreau sur lequel cette graine empoisonnée a pu croître et prospérer fut le chaos de l'Ukraine post-soviétique. Au milieu des années 90, le pays était une nation en pleine crise identitaire, économique et sociale. L'effondrement de l'URSS avait laissé derrière lui des institutions affaiblies, une pauvreté endémique et une police désorganisée, sous-équipée et minée par la corruption. Les communications entre les différentes juridictions régionales étaient plutôt quasi inexistantes. Cet environnement de déliquescence étatique était un véritable paradis pour un prédateur nomade comme Onoprienko. Il pouvait tuer dans une région, puis traverser le pays pour recommencer ailleurs, certain que les enquêtes fragmentées,
ne parviendrait jamais à relier les points sur la carte. Le désordre social lui a offert l'anonymat et l'impunité dont il avait besoin pour mener sa guerre personnelle. La pression immense exercée sur ces institutions défaillantes a engendré sa propre forme de monstruosité, incarnée par le destin tragique de Yuri Mozola. L'affaire Mozola est un sous-récit glaçant sur la manière dont la chasse aux monstres peut elle-même devenir monstrueuse. Face à la panique nationale et à l'exigence de résultats, les forces de l'ordre ont cédé à la brutalité et au désespoir. Elles avaient besoin d'un coupable, et Mozola, un marginal, correspondait au profit. Sa torture et sa mort en détention ne sont pas un simple accident, mais le symptôme d'un système à bout de souffle, prêt à sacrifier un innocent pour apaiser la fureur populaire. Cela montre que la violence d'Onoprienko n'était pas la seule à l'œuvre. Il y avait aussi la violence d'un État prêt à broyer un homme pour maintenir l'illusion du contrôle. En fin de compte, l'histoire d'Anatoly Onoprienko est un miroir sombre tendu à la société. Il est le produit d'une double faillite, une faillite familiale intime et une faillite collective et sociale. Son traumatisme personnel, cette blessure d'abandon, a trouvé un écho dans une nation elle-même abandonnée à son sort, en proie au désordre. L'indifférence du système des orphelinats, l'anarchie de la période post-soviétique, l'incompétence et la brutalité policière, tous ces éléments ont contribué à créer l'espace dans lequel la bête a pu évoluer librement. Onoprienko nous force à nous poser une question dérangeante. Est-ce que le mal naît simplement, ou est-il le fruit d'une construction, pièce par pièce, nourrie par les fissures, l'indifférence et le chaos du monde qui l'entoure? Le point culminant de cette histoire n'est pas une course-poursuite haletante ou une fusillade, mais une confrontation psychologique dans le huis clos d'une salle d'interrogatoire. C'est là que le monstre, enfin capturé, se révèle dans toute son horreur. Face aux enquêteurs qui l'ont traqué sans relâche, Anatoly Onoprienko n'oppose aucune résistance. Au contraire, il se livre à une confession fleuve, d'une précision glaçante. Le véritable climax est auditif. C'est le son de sa voix calme, monocorde, énumérant les 52 meurtres comme une liste de courses. Il décrit les visages de ses victimes, leurs derniers mots, les supplications qu'il a ignorées, le tout sans la moindre inflexion de remords. Pour les policiers, c'est la victoire la plus amère qui soit. Ils ont mis fin à la terreur, mais ils doivent maintenant écouter le mal à l'état pur, et cette écoute les marquera à jamais. Le procès qui s'ensuit est un événement national. L'Ukraine entière a les yeux rivés sur le box des accusés, une cage de verre et de métal, où est assis Onoprienko. Il reste impassible, observant la procédure avec un détachement déconcertant, tandis que l'on égrène la litanie de ses crimes. Pour les familles des victimes présentes dans la salle, c'est une épreuve insoutenable et une nécessité absolue. Elles peuvent enfin mettre un visage sur le fantôme qui a anéanti leur vie. Ce n'est plus une bête surnaturelle, mais un homme, pitoyable et frêle dans sa cage. La douleur dans la salle d'audience est palpable, une onde de chagrin qui se heurte au mur de son indifférence. La société, dans son ensemble, ne demande qu'une chose, la peine capitale. Le châtiment doit être à la hauteur de l'atrocité des actes commis. Le verdict tombe comme un couperet, coupable. La sentence est celle que tous attendaient, la mort. Anatoly Onoprienko est condamné à être exécuté par un peloton d'exécution. Un sentiment de soulagement et de justice sévère traverse le pays. Le chapitre semble clos. Mais l'histoire réserve un dernier rebondissement, une ultime pirouette du destin. Alors qu'Onoprienko attend dans le couloir de la mort, l'Ukraine, dans sa volonté de se rapprocher de l'Europe, abolit la peine capitale. Sa condamnation est automatiquement commuée en prison à perpétuité. Pour les familles des victimes, c'est un second coup, une trahison. La justice qui leur avait été promise leur est retirée. L'homme qui a massacré leurs proches va continuer à vivre, nourri et logé par l'État. Anatoly Onoprienko passera le reste de sa vie derrière les barreaux, devenant le détenu le plus tristement célèbre du pays. Il accorde des interviews depuis sa cellule, ne reniant jamais ses actes, parlant toujours de sa mission et des voies qui le guidaient. Il ne montre aucun regret, aucune empathie, se considérant comme une figure incomprise, au-dessus du commun des mortels. Il devient une sorte de légende noire, un monstre en cage dont l'existence continue de hanter la conscience collective ukrainienne. Puis, le 27 août 2013, la nouvelle tombe. Anatoly Onoprienko est mort d'une crise cardiaque dans sa cellule, à l'âge de 54 ans. Sa fin est aussi dénuée de drame que sa capture fut banale. Le mal s'est simplement éteint,
sans un mot d'excuse. Les conséquences de son passage sur Terre, elles, ne se sont pas éteintes. Pour les familles des dizaines de victimes, sa mort n'a pas ramené leurs êtres chers. Elle a peut-être offert un point final, une forme de paix. Mais les cicatrices demeurent à vif. Des lignées entières ont été effacées, des vies brisées à jamais. Pour la nation ukrainienne, l'affaire Onoprienko a laissé une méfiance durable, détruisant le sentiment de sécurité dans les campagnes. Le nom d'Onoprienko est devenu une incarnation du mal absolu. L'histoire du cousin qui l'a dénoncé reste également comme le témoignage d'un dilemme moral terrible, celui de devoir trahir un lien de sang pour arrêter une hémorragie. Les ondes de choc de ces crimes continuent de se propager, rappelant que derrière le silence de la nuit peut se cacher une cruauté inimaginable. Au-delà des faits sordides et du décompte macabre des victimes, l'histoire d'Anatoly Onoprienko nous confronte à une question fondamentale et dérangeante. Son cas n'est pas seulement le récit d'un tueur en série, mais le miroir sombre des failles d'une société et des blessures intimes qui peuvent forger un monstre. Il nous oblige à nous interroger sur le poids du traumatisme et de l'abandon dans la construction du mal et sur la manière dont le chaos social peut devenir un terreau fertile pour que la cruauté s'épanouisse sans entrave. Son parcours est un rappel brutal que la sécurité n'est qu'une illusion fragile et que, derrière le visage le plus ordinaire, peut se cacher un abîme de haine. Son histoire ne fournit pas de réponse facile, mais laisse en suspens l'éternelle question. Le mal est-il inné ou est-il patiemment construit, pièce par pièce, par l'indifférence du monde?